En décembre 2024, on a l'OVNI DeepSeek qui tombe sur la planète IA. Et en fait, ce que je vois, c'est que personne ne comprend vraiment DeepSeek. Let's talk about DeepSeek because it is mind-blowing and it is shaking this entire industry to its core. So what is the secret sauce? Donc c'est ça le miracle DeepSeek. China's latest AI breakthrough has leapfrogged the world. I think we should take the development out of China very, very seriously. Donc tu assembles tout ça et tu as DeepSeek. Salut David, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Nova. En décembre 2024, on a l'OVNI DeepSeek qui tombe sur la planète IA. Et à l'époque et depuis, j'ai cherché à voir exactement ce qui s'était passé. Et en fait, ce que je vois, c'est que personne ne comprend vraiment ou n'est capable d'expliquer et tout le monde se rabat un peu sur les mêmes phrases un peu toutes faites. Le sujet, c'est que DeepSeek V3 a les performances des grands modèles de l'époque, mais pour un coût d'entraînement, on dit de 5 millions de dollars, ce qui est immensément moins que tous ses concurrents américains. Et on se rappelle qu'en réalité, sur la Terre, il n'y a pas que les États-Unis qui font de l'IA, il y a aussi la Chine. Alors que tout le monde pensait que la Chine était un peu à la ramasse, quoi. C'était ce qui se disait à l'époque. Et quand DeepSeek arrive, je crois que c'est Nvidia qui perd 15%. Il y a vraiment des effondrements de valeur qui se produisent en bourse en disant « Oh mon Dieu, les Chinois, ils ont tout cassé, ils ont une méthode révolutionnaire, les Américains, en fait, sont pas si forts que ça, etc. » Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec DeepSeek? Est-ce que c'est juste qu'ils ont piraté des ressources, qu'ils ont juste copié en s'épargnant des efforts? Enfin, qu'est-ce qui fait ce delta? Ou alors est-ce que les mecs sont juste brillants et ils ont trouvé une nouvelle façon d'approcher le même problème? Alors, d'abord, il y a en effet beaucoup de pays qui travaillent sur l'IA. D'accord, je sais par expérience, par exemple, même à UAE, ils ont des chercheurs. Émirats Arabes Unis. Exactement, leur modèle Falcon, ils bossent à fond dessus et c'est brillant, d'accord. Donc aujourd'hui, on va dire le droit au modèle GenAI et LLM, c'est pas juste le droit américain. Donc c'est un petit peu le droit mondial. Je suis sûr que les Russes y travaillent aussi, sauf qu'on ne sait pas ce qui se passe. Bon, en venant à DeepSeek. Donc la Chine travaillait sur l'IA depuis très très longtemps. Donc c'est pas comme si le modèle a été commencé il y a 2 ans et finalement on fait quelque chose. Notamment dans d'autres secteurs de l'IA, notamment tout ce qui est reconnaissance vidéo, que ce soit faciale ou pour les voitures autonomes, etc. La Chine est bien plus en avance que l'Occident. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup plus de données et accès à des données que nous l'avons ici dans l'Occident. Donc c'était à un moment ou l'autre attendu que les Chinois allaient faire quelque chose de mieux, ou au moins aussi bien. On va dire au moins aussi bien pour le moment parce qu'on n'a pas encore déterminé qu'ils allaient faire quelque chose de mieux. Et là, ce qui est fou, c'est le rapport qualité-prix, quoi. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est vraiment quelque chose qui se répète beaucoup dans l'histoire. C'est plusieurs facteurs qui sont... Chacun seul ne fait rien, mais si tu les réunis tous, tu arrives à DeepSeek. On va commencer par la manière dont cette équipe a été financée. On parle jamais de ça. Mais en fait, c'est un facteur déterminant. C'est une seule société, un private equity chinois, qui a décidé de financer toute l'équipe DeepSeek. Et en gros, on leur a dit, vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez dans les contraintes que vous avez. Ils n'avaient à aucun moment une contrainte ici et là, en dehors, de produire un modèle autonome au sens chinois, pas au sens EZR, donc indépendant, et le faire avec les infrastructures et les moyens qu'ils avaient. Mais pas, on va dire, des contraintes qu'on a typiques avec les VC américains ou européens, où on attend des résultats. Si on n'a pas de résultats... Les VC, c'est les capital risqueurs qui donnent de l'argent pour dire, par contre, je veux un return, je veux un retour dans 24 mois. Quoi. Ouais, donc, il n'y avait pas du tout ça.
Il n'y avait pas de valorisation, etc. Rien. Donc, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Vous êtes les meilleurs, débrouillez-vous. Exactement. Et ils n'ont pas pris des pignoufs, quoi. Ils ont pris les meilleurs, j'imagine. J'imagine. Je ne connais pas l'équipe, mais clairement, il y a quelque chose. Donc ça, c'est très important parce que ça crée une mentalité, une culture très différente de la culture que moi, je dois gérer lorsque je suis obligé de faire face à des VC. Je dois faire des choix pour plaire aux VC au lieu de faire des choix pour plaire à la technologie. Tu vois, donc c'est vraiment deux concepts très différents. Donc si tu me donnes l'argent à flot et que je suis une équipe ambitieuse et compétente, je veux faire quelque chose de très différent de si je fais le contraire. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que c'est un contraste par rapport à l'innovation, parce qu'on dit toujours l'innovation, c'est l'échec répété jusqu'à la réussite, et les VC participent justement à cette roue virtuelle. Mais tu vois qu'en Chine, on a fait les choses d'une manière différente, et ça a bien marché. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'était en fait les contraintes imposées par les Américains. Donc les Américains ont limité l'accès à l'informatique américaine, donc NVIDIA, et ils en avaient, mais en petite quantité. Et donc du coup, c'était impossible pour eux d'avoir accès à l'infrastructure que les autres ont accès, et ils se sont creusés la tête. Ils se sont dit... C'est les fameux H100, les GPU H100 qui sont interdits à l'exportation. Voilà, A100 et H100. A100, ouais. Voilà. Donc, et d'ailleurs, il y a des gens comme Musk, je crois, qui disaient c'est pas possible, ils ont dû en schnacker à gauche et à droite, en détourner, parce qu'on peut pas obtenir ce résultat-là sans les H100 et les A100. Et les gars, ils ont dit si, si, je te jure, ça marche. Donc, il y avait cette contrainte. Alors, cette contrainte a été une contrainte énorme pour eux, parce que donc, du coup, ils n'avaient pas d'autre choix que d'être plus malins. Parce que maintenant, on est sûr qu'ils n'avaient pas l'infra. Voilà. C'est pas une question de ils ont détourné du matos par le Cambodge ou je sais pas quoi. Oui, parce qu'ils ont emmené leur modèle, etc. Donc, c'était OK, on ne peut pas avoir la capacité, donc on ne peut pas avoir le scale, donc l'échelle, la grande échelle. Donc, we're going to engineer the hell out of this thing. Ça me fait penser, tu sais, au film Martien, quand Matt Damon, il est... seul sur Mars. Sur Mars, et il dit en anglais I'm going to engineer the shit out of this and survive, quelque chose comme ça. Ouais, en gros, j'ai une pauvre toile de tente, là, une base à moitié pétée, là, et je vais faire pousser des patates, je crois, à la base. Exactement, voilà. Je vais m'en sortir avec ce que j'ai, quoi. Je vais survivre pendant 2 ans. Ouais, exactement. Et c'est exactement cette mentalité. Donc, c'est-à-dire, c'était tout ce que tu as. C'est comme Apollo 13 avait tout ce qu'ils avaient, il fallait qu'ils reviennent, et puis c'est la même chose. Donc, quand c'est comme ça, et que tu as le temps, et tu as les fonds, tu as la patience, tout d'un coup, le cerveau humain, en fait, plein de choses se libèrent. Donc, ça sont 2 facteurs, quand même, à mon avis, les plus déterminants, qui a permis à l'équipe de créer un modèle de training très différent. D'abord, faisons des chiffres, d'accord ? Donc, le ChatGPT 3.5 auquel il était en compétition a été entraîné avec 50 millions de dollars. D'accord ? Eux, 5 millions, 5 à 6 millions. Donc, 10 fois moins. C'est énorme. C'est 10 fois moins, déjà. Check. OK ? Donc, les qualités, tu viens de le dire, check. Alors, comment ils sont arrivés ? Ils se sont dit, bon, comment est-ce que notre cerveau fonctionne ? Comment est-ce que notre cerveau fonctionne ? Notre cerveau, il ne traite pas tout en même temps. Donc aussi, à l'instant T aujourd'hui, il y a mes yeux qui travaillent, mon oreille qui travaille, ma bouche qui travaille, mon cerveau qui coordonne tout ça, mais je ne suis pas en train d'essayer en même temps de cuisiner quelque chose ou de m'habiller, tu vois. Donc mon cerveau, il assemble un certain nombre de ressources essentielles à cette tâche donnée en ignorant tout le reste. D'accord ? Donc, il fait une sorte de filtrage. Et dans le modèle américain, ou peut-être même européen, enfin Mistral vient de prendre le modèle, essayer de répliquer le modèle DeepSeek. Ils essayent de répliquer, là. Ils sont lancés dans le processus de... Oui, exactement. Ils sont lancés dans ce processus-là. Reproduction. Reproduction, exactement. Mais dans les modèles, on va dire, américains, que tu as cités,
eux, ils n'avaient pas le problème d'espace disque. Ils n'ont pas le problème de GPU. Ils n'ont pas le problème d'argent. C'est-à-dire que les contraintes physiques imposées aux Chinois ne sont pas du tout le cas dans leur instance, dans leur expérience. Donc, du coup, eux, ils montaient tout en mémoire avec le maximum de précision possible pour pouvoir entraîner le modèle. Et donc, du coup, la consommation d'énergie et de capacité informatique était nettement supérieure à la philosophie de spécialisation, on appelle le model of experts, adapté par DeepSeek. Donc, si tu veux, ça a été le facteur le plus déterminant pour l'entraînement de ce modèle-là. Le deuxième élément, c'était the good is the enemy of... Le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, je cherche le mieux est l'ennemi du bien. Donc, dans le modèle américain, on dit ouais, on va faire le précision maximum. Donc, on va prendre FP16, donc on va aller entraîner le modèle avec cette précision maximum parce qu'on va récupérer des résultats plus précis. D'accord ? Et donc, ça requiert de plus de mémoire, donc du coup, plus de GPU, parce qu'on est limité par la taille de mémoire dans chaque GPU, plus de serveurs, meilleur data center, etc., etc. Donc, eux, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec juste FP8 ? FP8 ? Donc, précision avec 8 bits au lieu de 16 bits. Et donc, en fait, ils se sont rendus compte qu'en combinant donc, le modèle expert dont je viens de te dire, donc, en fragmentant en gros, et en faisant une précision relativement plus faible. de basse qualité, au lieu de faire 4K, ils font de HD, quoi. Donc, tu vois, en fait, ils obtenaient des très bons résultats. Et donc, c'était assez bon, c'était acceptable. Donc, paf, ça a encore réduit, tu vois, leur utilisation en mémoire. Okay. Ensuite, il fallait non seulement modéliser l'algorithme, mais il fallait aussi vérifier. Donc derrière, il y a l'intervention humaine, etc. Comme on l'a vu dans le contexte de Grok, etc. Donc là aussi, ils sont arrivés avec une méthodologie très, très intelligente, encore une fois. Les contraintes font, en fait, c'est the necessity is the mother of all inventions. Donc ça, c'était un autre moment. Ils ont formé les modèles avec des ressources humaines énormes dont ils étaient capables de faire. Et donc, du coup, ils ont pu réduire le temps de formation et le coût de correction grâce à l'échelle chinoise. Donc ça a été un autre facteur vraiment déterminant. J'ai pas compris à quel moment ils réduisent, c'est parce qu'ils ont utilisé de la manœuvre humaine ? Manœuvre humaine, voilà, exactement. Pour faire manuellement ce qui était plus long à faire. Exactement. Donc ça leur a pris du temps, mais ils avaient le temps. Et ils avaient l'argent. Et donc, donc tu vois, c'est encore une fois quelques contraintes imposées, quelques contraintes éliminées, donc créer un autre chemin. Donc tu assembles tout ça et tu as DeepSeek. Et donc aujourd'hui, DeepSeek est le standard dans le marché chinois. Tencent, qu'on connaît bien, a d'ailleurs abandonné ses propres recherches de l'IA du jour au lendemain. Et ils sont allés, ils ont dit, OK, on prend DeepSeek. C'est pas la peine. Pony a pris, tac, décidé. Laissez tomber. Exactement. Donc, c'est ça le miracle de DeepSeek. Donc, cette combinaison de contraintes et d'ingéniosité, et ce que je dirais, c'est it's when engineering beats scale. Donc, cette capacité de se débrouiller, d'ailleurs, est très chinois. Donc, les Chinois sont très, très débrouillards. C'est eux qui vont aller réparer les choses au lieu de reconstruire quelque chose parce que ils sont capables de le faire. Et ils ont envie de le faire, ça fait vraiment partie de leur culture et ils l'ont appliqué complètement dans DeepSeek. Donc aujourd'hui, DeepSeek est parti dans cette philosophie-là, ils continueront dans cette philosophie-là et ça va être extrêmement difficile pour OpenAI
ou XAI pour pouvoir revenir sur le modèle de DeepSeek. Parce qu'eux, ils sont partis sur l'hégémonie historique. Donc, ils n'ont pas conçu tout leur modèle, tout leur framework, tout leur template dans le modèle que DeepSeek a conçu dès le début. Et donc, nous sommes en train de voir une guerre sur deux types d'ingénierie très différents. Un type d'ingénierie qui est basé sur we throw hardware to the problem, and autre, we throw human ingenuity to the problem. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est très typique des Américains. Donc, si on regarde l'histoire, si tu veux, des Américains, ils ont des moyens colossaux, ils ont du talent formidable, et ils sont capables de mettre des milliards. Là, les gens vont mettre des centaines de millions. Et donc souvent, grâce à l'argent, ils arrivent à dépasser. En fait, ils out-invest anyone else. C'est comme ça que, si tu regardes, Reagan a gagné la guerre froide contre l'URSS. À coup de milliards, c'est coup une de machine milliards de guerre investis, économique. Voilà, exactement. C'était des systèmes économiques qui se faisaient face, et notamment, il les a achevés avec le projet Star Wars, Exactement. en disant on va faire un projet à je sais plus combien de centaines de milliards, Ah. et puis les Russes en veulent devoir... Voilà. Donc, Alors que c'était à donc peu on près est- bullshit quand ouais, même, ouais. mais bon. Mais ça, c'est typique de la, on va dire, de la stratégie américaine. Très, très typique. Pour la conquête du pôle Sud aussi, je sais pas si tu connais l'histoire d'Amundsen. Bah, il y avait deux équipes Scott et Amundsen, ça, je me rappelle. Ouais, Ouais, et il y mais avait je une connais équipe pas. américaine aussi. Ouais. Et eux, ils y étaient allés avec des gros, des tracteurs, des chenilles, enfin tout ce qui devait être de mécanique et de très cher. Et Amundsen, justement, était allé avec des pots de phoque, des coutumes locales, etc. Il y avait cette approche bourrin par les capitaux et des approches par l'humain et la culture. Puis bon, on sait qui a gagné, hein, c'est Amundsen qui est arrivé jusqu'au pôle Sud. Mais dans l'histoire, on retrouve beaucoup cette approche-là. Dans la conquête spatiale, aujourd'hui, SpaceX, ils ont quand même créé leur propre marché avec Starlink pour injecter des capitaux massifs là où personne ne le faisait. Ouais. Pourquoi est-ce que Arianespace n'envoie pas de fusées réutilisables ? Déjà parce qu'ils n'ont pas la vision, ça c'est évident. Et ensuite, parce qu'ils n'ont pas le marché pour envoyer des tirs tous les jours. Et les Américains ont dit, c'est pas grave, on va le créer, on va faire un Internet de l'espace, et du coup, on a besoin de tirer des fusées tous les jours. Donc du coup, il y a une approche vraiment par les capitaux qui est très différente. Donc cette approche-là, elle est américaine, on va dire, c'est l'empreinte américaine. L'approche de la Chine est très différente. En tant qu'ingénieur, pour moi, je trouve ça très beau comme bataille, parce que c'est vraiment une bataille des cerveaux, des cultures, d'ingénierie. Moi, je suis plus du côté chinois. Moi, je crois plus du côté chinois. Pas que je crois que les Chinois vont gagner, mais moi, je préfère toujours utiliser on va dire, notre cerveau contre notre argent, tant que possible, pour pouvoir réussir. Parce que ça fait briller plus l'humanité dans ces scénarios-là. Et à quel moment les États-Unis, enfin les boîtes américaines, ne se mettent pas à copier en disant, ok, ils ont des gains d'efficience énormes, on va prendre ce ratio d'efficience en mettant les moyens américains. Et là, normalement, tu as un multiplicateur qui est fou. Ils peuvent le faire, ils le feront s'ils ont le couteau sous la gorge au niveau capitaux. C'est vraiment un problème capital. Parce que ça demande de... Non, parce que ça demande de tout changer. Ah, et tu peux pas juste profiter de trois lignes de code en plus en disant, c'est vraiment une... il faut aussi pas oublier que DeepSeek a utilisé ce qui a été fait dans ChatGPT, ce qui a été fait dans Llama, etc. Donc, ils ne sont pas partis de zéro. D'accord. Donc, il y a quand même, j'appelle ça « riding on the shoulders of giants ». Ouais, c'est monter sur les épaules des géants. Voilà, exactement. Donc, il y a quand même cet effet-là qu'il ne faut pas oublier de mentionner, parce que je ne voudrais pas que l'audience pense que ça y est, les Chinois, ils ont réussi. Non. Ils sont partis de... Ils ont globalement moins de moyens que les Américains aujourd'hui, on est d'accord. En Chine, il y a moins de moyens dans l'IA qu'aux États-Unis. En vue, donc je sais en pas. Volume, de ce qu'on en sait, évidemment. De ce qu'on en sait. De ce que l'on ignore, nous ne le savons pas. Ouais, exactement. Donc, ça, je ne peux pas te dire. Et est-ce que ce dont on a parlé déjà, les AZR, la SI, c'est-à-dire que les modèles qui se réinventent sans dataset, est-ce que ça vient jeter toute cette histoire à la poubelle en disant, en vrai, on repart de zéro ou presque, tu vois, parce qu'on change de paradigme, c'est l'AlphaGo moment qui... Oui.
Tu vois, en disant, ça c'est une étape de l'histoire, ils ont gagné cette bataille, mais c'était pas la guerre. Ça, c'est juste une bataille. Mais c'est pour ça que tu vois que ces papiers sont écrits par des Chinois. C'est affreux. Ah ouais. Pourquoi? Parce que justement, ils veulent être autonomes, indépendants vis-à-vis des données, vis-à-vis des modèles. Et donc, eux, ils n'auront pas accès aux données de l'Occident. Ça fait partie de la protection Bien sûr. de la souveraineté. Et ils ont accès aux données chinoises, mais ça ne suffit pas. Ils ont besoin de plus de données. Donc, si tu veux, je crois que DeepSeek a été entraîné sur 14,8 milliards de terabytes de données. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. C'est combien de fois Internet? Je ne sais pas, mais ça fait vrai. beaucoup. Hein, ça fait beaucoup. Mais on dit qu'à un moment, on aura outpaced available data. Donc, on n'est pas loin, en fait, des données qui est disponible. Oh bah, il me semble que c'était même en novembre 2024, c'est Elon Musk qui disait en fin 2024, on a tout avalé. Avec XAI, il disait il n'y a plus, il faut en fabriquer maintenant. D'où les données synthétiques fabriquées, dont on parlera dans une autre vidéo. Mais ouais, alors du coup, DeepSeek, c'est un épisode, c'est vraiment un épisode de l'histoire, quoi. C'est-à-dire que ça suffira pas à remporter une suprématie IA mondiale. Non. Parce que ça permet d'optimiser pour avoir l'air d'être au niveau. Mais en vrai, le gap est énorme, quoi. Oui, mais n'oublie pas, comme on l'a vu en Chine, que ça a permis aux Chinois d'avoir leur ChatGPT. Ça, c'est vrai. On l'a vu quand on y était. Ah ouais. DeepSeek, il est intégré. Alors, je sais plus si c'est BYD ou NIO qui utilise DeepSeek, parce que l'autre, il utilise Harmony, je crois. Enfin bref, il y a deux marques et il y en a un qui tourne avec DeepSeek. On l'a vu sur les traducteurs automatiques aussi. Vous avez un gros logo DeepSeek Inside, quoi, en gros. Partout. C'est partout. Ouais. Donc, ça a créé leur ChatGPT, leur standard. Et donc, pour moi, ça, c'est un moment énorme. Parce que, donc, du coup, en fait, la population chinoise est en train de passer dans le même... Enfin, est en train de tourner dans le même virage. Ils sont dans la course. Dans la course, exactement. Ah ouais. Ils ont leur couloir à eux, quoi. Voilà, ils ont leur couloir à eux, ils ont sécurisé leur suprématie, on va dire, locale. Maintenant, ils travaillent sur les autres aspects, que ce soit électronique, microélectronique, énergétique, etc. Ils ont des gigafactories en cours pour ça, non? Oui. En plus de ça, ils font des barrages Colossaux. colossaux. Ils vont mettre plus de 50 centrales nucléaires dans les années à venir. Donc, de ce côté-là, ils ont Et tout un plan. Tencent s'est rallié derrière DeepSeek, alors? Mais du jour au lendemain. Comme un seul homme. Ah ouais. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a une coordination en disant, ils se sont parlé en disant, bon, bah, toi, tu fais ça, moi, je fais ça, Non, ou alors non, c'est juste du côté de Tencent où ils ont dit, bah, il c'était n'y a pas de. oui, mais je veux c'est dire, mort, comment- quoi. c'est Voilà. bon. C'est pas la peine. Je veux dire, c'est pas la peine d'aller dépenser des milliards alors qu'on peut juste avoir ça. Donc, ce que je dirais, c'est une décision pragmatique, Parce que pas dogmatique. Parce que DeepSeek, c'est un modèle ouvert. C'est le lama chinois. On peut dire C'est ça. le lama chinois, ouais. C'est-à-dire que Non. Llama est développé par Meta en open source et Ouais. DeepSeek est développé en open source par je sais pas qui d'ailleurs. C'est un labo, mais Labo, ouais. c'est qui ces gars? Enfin, Je connais pas le nom du labo. et en tout cas, c'est pas un géant de la tech derrière DeepSeek. Non, enfin, c'était pas. Maintenant, ils sont géants eux-mêmes. Voilà. À l'échelle chinoise. C'est le miracle des camarades capitalistes qui arrivent à faire émerger justement Exactement. des sociétés comme ça où on les entendait pas, quoi. Et pourquoi ils l'ont pas fait en fermé? Pourquoi ils ont pas fait un modèle à la OpenAI ou c'est marrant OpenAI, bah ouais, Parce que à la seule XAI manière, ou la seule manière pour les Chinois de, j'ai envie de dire contaminer, c'est pas le mot que je veux utiliser, mais j'arrive pas à Propager. utiliser. Propager leur technologie d'une manière incritiquable, c'est open source. Oui, parce qu'on peut pas leur dire il y a des choses dedans. Voilà. C'est la seule manière. C'est très malin de faire ça. Et pourquoi alors on a aux États-Unis cette dualité entre les modèles ouverts, type Llama, Mistral peut-être aussi, qui est pas américain, mais semi-ouvert, oui. voilà. Et je sais pas s'il y a comme gros modèle ouvert à part Llama aux États-Unis. Ben, maintenant, il y a OSS 117. GPT, OSS. Ouais. Et pourquoi il y a des modèles fermés comme XAI où à la base Elon Musk avait lancé OpenAI parce qu'il croyait dans le modèle ouvert. Ouais. Et puis il s'est fait fumer par Microsoft en gros, qui a fermé qui a verrouillé le truc. Et il s'est dit bon bah dans ce cas-là, je fais mon XAI à moi, mon Grok et il est fermé. C'est quoi la dualité entre open source, c'est les enjeux entre open source et modèle ouvert? Tu vois, dans le monde technologique, hein,
on parle des choses à très très grande échelle. Très très grande échelle, échelle planétaire. D'accord? Et donc, il y a plusieurs manières d'y arriver. Tu peux y arriver en étant une société commerciale, Microsoft, et faire les manœuvres nécessaires pour que tout ordinateur qui en sort est équipé de Windows. Et donc, tu as atteint l'échelle planétaire, des milliards et des milliards d'ordinateurs, sur lesquels tu récupères un taxe, et tu as une plateforme sur laquelle tu peux construire d'autres business models comme Office, etc. D'accord. Et ce modèle marche à des rares exceptions, mais ça marche. Facebook est un autre exemple, LinkedIn est un autre exemple, X est un autre exemple. Donc, il y a quelques exemples où ce modèle fonctionne. Et c'est énorme ce modèle dans la mesure où c'est winner takes all. Tu as tout. Tu n'as rien d'autre, tu as tout. D'accord? C'est ce qu'on reprochait dans les années 2000 à Microsoft, c'est Exactement. d'être partout, fermé pour tout, Voilà, on parlait des exactement. procès antitrust, etc. Voilà. Ouais. Alors, toute société qui veut faire de l'argent, c'est ce qu'il Rêve veut. de ça. Rêve de ça. Soyons clairs. OK. Donc, en dehors des lois antimonopolistiques, etc., antitrust, comment tu te bats contre ça? Ben, la meilleure manière de se battre contre ça, c'est de commoditiser l'asset que les gens ont sur ça. Alors, qu'est-ce que ça signifie rendre comme une matière première? Voilà. Donc, par exemple, on va juste parler de Windows et Linux. OK? Donc, le système Unix est vieux comme le monde informatique, hein, mais lorsque Linux est arrivé, il a réécrit le noyau de Unix, donc enlevé toute la propriété intellectuelle qui faisait de Unix un système propriétaire et qu'il l'a publié. Il a éliminé d'un seul coup l'ensemble de tous les fournisseurs de logiciels d'Unix. OK? Et ça a permis à Linux d'être le système d'exploitation préféré des serveurs dans l'infrastructure d'Internet et dans plein d'autres endroits. Et Linus Torvalds, d'ailleurs, le créateur, est mondialement connu. Exactement. Et donc, c'est cette approche open source qui a permis, en fait, la bataille et la victoire contre Microsoft. Parce que Microsoft voulait absolument être dans la position de Linux dans les serveurs, mais ils n'ont jamais réussi. Et ils n'ont jamais réussi parce que quelqu'un a commoditisé leur propriété intellectuelle en le donnant gratuitement, et du coup en décidant explicitement qu'ils ne feront pas d'argent dessus. Après, Linus Torvalds, c'est un révolutionnaire. Il a la mentalité du rebelle, et puis lui, l'argent, il n'a positivement rien à secouer. Donc, on voit bien comme Richard Stallman et tous ces mecs-là. Mais j'étais un peu dans la team Linux dans ma jeunesse. Et par contre, on voit pas trop Meta. C'est pas des punks à chiens. Comment ça se fait que, j'imagine, c'est Yann Lequin qui a convaincu Zuckerberg d'open sourcer Llama. Quel est l'upside qu'ils en attendent face à un Grok ou un ChatGPT fermé? Alors, là, je vais spéculer parce que je ne suis pas dans le cerveau de Mark Zuckerberg. Leur objectif, c'est qu'en open sourçant, ils ont une communauté qui va collaborer pour améliorer leur modèle et pour en faire un standard, ce qui est vraiment très important dans ce condition de facto, pour permettre à Llama de prospérer. Et ce qui est vrai, puisque nous, chez Antimatter, on propulse beaucoup de Llama. Oui, exactement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le monde est tout à fait d'accord avec ça, c'est assez performant, c'est gratuit, et ça fonctionne plutôt bien. Et donc, du coup, si tu veux, pour Meta, ça donne une présence cher parce qu'il dépense beaucoup d'argent Ça va coûter un bras. pour développer ce modèle, mais c'est la seule manière qu'ils ont aujourd'hui de se battre contre
les modèles privés dans ce marché très compétitif des grands modèles. Mais qu'est-ce que ça leur apporte en business? Comment ils monétisent ça? En fait, c'est bien beau d'être présent, mais... Ils monétisent les RN, ils monétisent, en fait, ils monétisent pas. Ils exploitent le R&D recherche et développement. des contributeurs. Donc, il y a des gens qui vont gratuitement contribuer à ce modèle-là. Il y a des gens qui vont l'utiliser et le tester. Donc, du coup, en fait, au lieu d'avoir ces ressources chez toi, tu les as dans le monde. Donc ça veut dire qu'après, ils réutilisent du Llama pour leurs propres services dans Facebook, dans Meta, dans je sais pas quoi. Voilà, exactement. Donc, en général, c'est ça le modèle. Donc, dans d'autres modèles, tu as des modèles de service, que je pense pas que Meta fera. Mais comme Red Hat, pour Linux. Voilà, Red Hat, je l'ai mentionné, qui est une société qui vaut plusieurs milliards de dollars. Hein, donc, ils ont très bien réussi avec de l'OS. C'est une société de service au service de tous les utilisateurs de Linux, voilà, en l'occurrence. Voilà, exactement. Donc tout ça est bien connu hein, dans le monde de l'informatique. Et c'est toujours à coup de bataille fermée, ouverte, qu'on fait ça. Et je pense que c'est la raison aussi pour laquelle OpenAI a finalement publié leur version open source. Et il y a pas longtemps, en plus, c'était quoi la date? Je sais plus. Pas plus de 2 semaines. Hein. C'est début août, quoi. Début août, fin juillet. Parce que nous, on l'a déployé le lendemain même. Et donc, c'était attendu. Hein, c'était pas comme si ça allait pas arriver, etc. Mais c'est pour OpenAI, c'est la manière de contrer Llama. Parce que ce sont les développeurs qui font le succès des modèles. C'est pas les utilisateurs. Ah bon? Ouais. Parce que imagine, il y aura des millions d'applications qui vont être développées dans les années à venir. Des millions. Et chacun de ces millions d'applications vont utiliser de l'IA. De quelle IA tu vas utiliser si tu ne l'inventes pas toi-même? Tu vas utiliser un modèle open source. Ah bah oui. N'est-ce pas? Ouais. Donc, mais c'est une version dégradée de ChatGPT qu'ils ont ouvert, je crois. Non, c'est une version mini. C'est une version good enough. Ouais, donc dégradé, quoi. Ça fait le café, mais c'est pas ChatGPT 4, quoi. Oui, mais tu n'as pas besoin de ChatGPT 4 sur plein de choses. Ouais. T'as pas besoin, sur plein de choses, c'est OK. Donc, alors qu'un Llama, c'est plus puissant, c'est leur top-notch modèle. Ça dépend, ils en ont plusieurs. Ils ont jusqu'à Llama 4, Llama 3.3, si je ne me rappelle pas, ou 3.2, 405 milliards de paramètres. Donc, ils ont un Llama très puissant. Donc, ils travaillent sur le Llama 4 qui est déjà en cours de distribution ici et là. Alors que le GPT-OSS, c'est beaucoup moins, je crois. Beaucoup moins, mais parce qu'il est conçu pour être un micro-LLM. Au sens, voilà. Ah ouais, c'est pour les ordi personnels, quoi. Voilà. Bah, comme le Falcon 8 milliards. Il y a le Falcon 8 milliards, donc c'est fait pareil. 8 ou 7 milliards. Le chinois, c'est ça? Non, UAE. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Donc du coup, DeepSeek, c'est ce qui a ouvert la voie de la souveraineté de l'IA à la Chine, quoi. Voilà, exactement. Ce que l'UE ne veut pas, avec Mistral. Oui. Alors que... Et tout d'un coup, ils ont leur... Enfin, je veux dire, c'est énorme pour la Chine. C'est énorme parce que en logiciel, c'était pas gagné. C'était vraiment pas gagné. Et combien de logiciels chinois tu utilises dans ta vie? Donc, je veux dire, peut-être tu utilises WeChat, peut-être TikTok. WeChat en Chine, mais... voilà. Mais je veux dire, DeepSeek, c'est enfin une démonstration qu'en logiciel, les Chinois sont capables de se battre à armes égales contre les Américains qui sont le roi du logiciel. Mais ce n'est qu'une bataille, parce qu'il y a beaucoup de batailles qui arrivent derrière pour remporter la victoire, quoi. Beaucoup d'autres batailles. Merci beaucoup, David. De rien.